Bonjour, bienvenue sur le live d'Offensive Sport Magazine avec une petite minute de retard, mais pour une première, je trouve que c'est pas trop mal. Bonjour à tous, donc c'est le premier live d'Offensive Sport Magazine, c'est pour nous un début, un honneur, et puis surtout le premier live d'une longue série parce que c'est un support qui vient de se lancer. Alors si vous êtes déjà dans nos quelques abonnés, vous avez déjà dû voir des petits reportages, des petites vidéos, de quelques informations, mais jamais les fondateurs. Donc, c'est pour moi l'occasion de me présenter en tant que fondatrice d'Offensive Sport Magazine. Et quoi de mieux pour marquer une présentation que d'avoir deux grands champions avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler JO, nous allons parler escrime. Merci à Isa Oratibus et à Yannick Borel de nous avoir rejoints et d'avoir accepté ce live. Bonjour, messieurs, dames, comment allez-vous? Ça va, merci. Et toi, Ilara? Ah, ok, c'était pour nous. Oui, bah, ça va, très bien. Très contente d'être ici. Merci pour l'invitation. Super. Dans un premier temps, évidemment, on ne peut que parler de cette nomination. De cette nomination par l'escrime française. Vous êtes tous les deux ambassadeurs de l'escrime pour les JO de Tokyo. Alors, du coup, je vais commencer par les dames. Isaora, comment est-ce que tu as reçu cette nouvelle finalement? J'étais très contente parce que c'est vrai que c'était le choix des internautes. Donc, la fédération a proposé à leurs licenciés de pouvoir voter pour des ambassadeurs. Donc, ça a été vraiment le choix de personnes qui font de l'escrime, qui nous suivent. Et c'était vraiment un honneur d'avoir été choisie. Donc, il fallait choisir une fille et un garçon. J'étais en face de Manon Brunet, qui est aussi une excellente athlète que je respecte beaucoup. Donc, j'étais vraiment fière d'avoir été élue et en plus aux côtés de Yannick. Donc, je trouve que c'est encore mieux puisque voilà, Yannick, je le connais depuis que je suis toute petite et voilà, c'est aussi quelqu'un que j'admire, qui fait partie de moments importants dans ma carrière. Donc j'étais très contente je suis très contente d'être élue à ses côtés. Ah bah du coup, parfaitement lancé, Yannick. Et toi, cette nomination, comment tu l'as reçue? Ben, oui, une fierté, un honneur aussi d'avoir été choisi par mes pairs, entre guillemets, ceux qui sont passionnés d'escrime tout comme nous. Euh, je vais essayer de faire au mieux parce que déjà, notre premier rôle, ça va être de choisir un porte-drapeau et une porte-drapeau, puisque maintenant, c'est un garçon et une fille. Voilà, je vais tâcher de représenter la Fédération française au mieux d'escrime, pardon. Aux côtés d'Isaora, c'est vrai que Isaora et moi, on se suit depuis longtemps, depuis très jeune, depuis le cercle des escrimeurs de Pointe-à-Pitre, quand on avait encore moins de 15 ans. Donc aujourd'hui, être ambassadeur à ses côtés, c'est une fierté. Voilà, j'étais face à Erwan Le Péchou, qui est un fleurettiste reconnu de par son parcours, de par ses médailles. Donc voilà, je remercie tous ceux qui ont voté pour moi, pour nous, qui ont voté déjà. Et, euh, et maintenant, il y a plus qu'à représenter au mieux cette fédération. Justement représenter au mieux et puis surtout parler de timing puisque nous sommes à 100 jours finalement des Jeux Olympiques de Tokyo. L'annonce a été faite par le CEO, par le CNESF du coup en début de cette semaine. L'idée c'est quand même de vous demander voilà dans quel état d'esprit vous êtes après cette saison quand même vraiment très particulière. Je vais commencer par Yannick du coup. Oui, je voulais juste rajouter que je sais que la communauté d'escrime guadeloupéenne s'est beaucoup mobilisée pour voter pour nous, donc merci à eux. Voilà, pour clore le sujet. Et concernant, ce qui arrive là, enfin, l'épidémie ou la pandémie, je ne sais pas comment dire en ce moment, ça touche un peu tout le monde, ça nous affecte beaucoup, nous, à l'escrime, puisque on a eu le droit de se réunir au niveau international qu'une seule fois. Oups.
compète. Moi, je suis un peu sapé, mais il a fait avec, je pense que c'était l'occasion de retrouver pas mal de sensations, des sensations de stress, des sensations de compétitivité. Et on aurait aimé que ça se reproduise de nouveau, mais apparemment, les bruits de couloir disent que ça ne devrait pas se refaire. Donc, le plus compliqué, c'est de jongler avec ça dans sa préparation, de se dire qu'on va quand même à un événement qu'on attend depuis maintenant 5 ans, du coup, et avec une préparation, on va dire, complètement différente de tout ce qu'on a connu auparavant. Parce qu'on a l'habitude d'avoir des compétitions assez rythmées. À partir du mois de janvier, on en a presque 2 par mois. Même au niveau national, tout est un peu scellé. Donc ouais, c'est là que c'est compliqué à gérer. Même question pour toi, Isaura. Du coup, comment est-ce que tu abordes, toi, ces 100 jours avant Tokyo? C'est un peu comme Yannick l'a dit, c'est vrai que le plus compliqué, c'était un peu l'incertitude. En tant qu'athlète de haut niveau, on a un planning très précis en général, donc on a des objectifs, on a des dates, et ça permet de se préparer au mieux en fonction de ces dates-là. Souvent, on a un cycle d'entraînement, de préparation spécifique pour ces dates-là, et le fait de ne pas savoir si on va avoir d'autres compétitions avant les Jeux, ça crée une incertitude pour cette préparation. On sait que la situation est complètement différente, complètement inédite. Donc, je pense que ce que en tout cas, personnellement, ça m'a demandé, c'est beaucoup d'adaptation et de flexibilité dans cette année compliquée. Moi, j'ai dû changer tout mon système. Je suis revenue à l'INSEP. Donc, il y a eu beaucoup de changements pour moi dans cette préparation. Mais on sait que ça touche tout le monde, quoi. Donc, c'est ça aussi dans notre sport, dans l'escrime, tout le monde aura à peu près vécu la même chose. Il y a certaines inégalités quand même entre les pays aussi. On a quand même la chance en France d'avoir l'INSEP. Donc, c'est un centre olympique où on peut s'entraîner, on peut avoir une préparation physique de qualité, on peut tirer entre nous, ce qui, des fois, dans d'autres pays n'est pas encore possible. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, je trouve que c'est un avantage pour les Jeux de pouvoir se préparer comme ça. Et le fait d'être à 100 jours des Jeux, personnellement, je suis contente parce que voilà, ça fait longtemps qu'on attend cette date. J'ai envie un peu d'en découdre, de voir ce que ça va donner. Je me sens bien dans ma préparation. Et c'est vraiment agréable d'être bien accompagnée. Je pense que aussi avec Yannick, on a la même personne qui s'occupe de notre préparation physique. Et c'est une personne qui est très importante, en tout cas dans l'équipe, parce qu'elle donne de la stabilité justement dans un contexte incertain. Et donc là, on a eu une programmation des JO, par exemple. Elle m'a envoyé une présentation, un deck avec exactement qu'est-ce qu'on va faire sur ces 100 jours. Donc voilà, on est concentré. Moi, je suis concentrée sur l'objectif, sur ce que j'ai à faire. Et après, ce qui arrivera, arrivera. Justement, quand on parle de ça, je pense qu'il faut aussi parler, remonter un peu le temps, il y a 1 an. Yannick était dans une excellente forme, toi aussi, Isaura. Quand on est sportif et qu'on se prépare pour une échéance qui est aussi importante que des Jeux Olympiques, comment est-ce qu'on gère mentalement le fait d'être toujours finalement au bord du précipice, on y va pas comment est-ce que vous avez vécu toutes ces incertitudes au moment de l'éclatement de l'épidémie? Parce que du coup, on ne vous avait pas eu à ce moment-là. Alors moi, je ne sais pas, je n'ai pas de recette miracle. Je dirais qu'on fait au mieux. Moi, j'étais suivie par ma psy qui s'appelle Myriam Sami. Donc, durant toute la pandémie, j'ai continué à avoir des séances de préparation mentale et de psy, ce qui m'a beaucoup aidé à traverser cette période. J'étais à Los Angeles au début, donc c'est vrai que je n'étais pas dans mon pays quand c'était arrivé. C'était assez compliqué à gérer. Et puis, voilà, on ne pouvait pas s'entraîner. Donc, passer d'un entraînement très intensif pour se préparer pour la compétition la plus importante à rien du tout, c'est vrai que ça a créé un vide à ce moment-là. Moi, j'ai aussi eu des pertes de motivation. Et voilà, il a fallu vraiment se réinventer, avoir des objectifs intermédiaires qui ne sont pas la compétition, parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne en tant qu'athlète de haut niveau. Moi, je suis vraiment très compétitrice. Donc, quand il n'y a pas la compétition, quels sont les objectifs qu'on peut mettre en place pour pouvoir s'entraîner? Donc, c'était très, très intéressant. Et je pense que personnellement, j'en ai appris de cette période-là, s'entraîner seul, s'entraîner différemment. Je pense que même en ayant fait moins d'escrime sur l'année,
j'ai appris beaucoup de choses sur moi et sur mon escrime. Donc, je suis quand même contente de ce que j'ai pu, de la façon dont j'ai pu gérer les choses. Même question pour toi, Yannick. Comment tu as géré cette incertitude? Justement, pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile à gérer, l'incertitude. L'incertitude, parce que comme disait Isora, on a un planning très, comment dire, on va dire, c'est très rythmé, quoi. On sait exactement ce qui va arriver, quand ça va arriver. Et là, de ne pas savoir déjà au début si les jeux allaient se tenir finalement ou pas, d'avoir ce doute pendant quelques mois, parce que ça a duré quelques mois le suspense avant que ce soit définitivement oui. Euh, tout ça a créé, on va dire, ouais, comme Isara, de la baisse de motivation. Il a fallu trouver un autre moyen de m'entraîner parce que j'ai fait le choix de rester aussi en Guadeloupe jusqu'en septembre. Ça m'a permis aussi, par contre, de profiter de ma famille. Ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas passé autant de temps chez moi, tout simplement. Euh, à côté de ça, ben, une fois de retour, et puis même à distance, en fait, comme nous avons la même préparatrice physique, Anne Lamborini, avec Isora, mais moi, mon planning, il était quand même orchestré depuis Paris. Ma préparation mentale aussi, j'ai continué à la poursuivre avec Stéphanie Mouzin. Donc, tous ces acteurs m'ont permis aussi de rester dans le coup. Voilà, je pense que sans les personnes, on va dire, sans ces personnes qui t'aident à ne pas décrocher, à ne pas te démotiver, ça aurait été plus compliqué, mais avec eux, c'est resté possible. Et aujourd'hui, ben, ça se rapproche. Aujourd'hui, je me prépare très dur parce que je sais que ça ne va pas être évident, parce que je me suis fixé des objectifs aussi élevés. Et on est en train de faire le maximum, enfin, moi de mon côté, mais aussi l'équipe, puisqu'on a l'épreuve par équipe. Donc, mon équipe et moi, on est en train de se donner les moyens de réussir ces jeux tant attendus. Ben, du coup, justement, vous êtes au jeu, ça c'est un fait, vous serez au jeu, mais le public n'y sera pas. C'est tombé en mars. L'organisation Tokyo a dit finalement pas de public étranger, pas de public attendu dans les stades. Euh, pour vous qui êtes guadeloupéens, qui de toute façon, c'est vrai, n'avez pas forcément toujours vos supports avec vous, si ce n'est à distance, est-ce que ce manque de public, cet impact, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez comme quelque chose de négatif finalement dans les jeux? Est-ce que vous avez besoin finalement de la foule qui vous soutient ou vous serez encore une fois amené à vous adapter? Comment est-ce que vous voyez ça? Peut-être commencer par Isaura? Ah, je commence tout le temps. Ok. Oui, alors c'est vrai que moi, ma famille et pas mal de personnes qui me soutiennent avaient prévu de faire le déplacement sur Tokyo. Euh, alors, Non, elle t'inquiète parle? pas, il y a Ah un non. petit Ah, décalage. pardon. Et avait prévu de faire le déplacement là où à Rio, ils n'avaient pas pu venir, ma famille. Donc, c'est vrai que j'étais très enthousiaste par rapport à ça parce que ils sont loin. Donc, j'ai vraiment la chance de les voir sur mes compétitions. Je sais qu'ils regardent. C'est vraiment avec le décalage horaire, quel que soit l'endroit où je suis. Souvent, ils se réveillent dans la nuit pour voir mes matchs. Il y a un groupe WhatsApp avec plein de gens qui me suivent de la Guadeloupe. Donc, c'est toujours très agréable de partager ça avec des gens. Donc, c'est vrai que les jeux sont en général une occasion de partager ça avec des personnes qui nous soutiennent et qui comptent pour nous. En tant qu'athlète, je pense qu'on doit savoir s'adapter. On sait que ces jeux seront spéciaux. C'est pas la seule chose qui sera différente des jeux habituels. Par exemple, on pourra arriver que 2 jours avant sur place et on devra repartir la veille. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui seront très spécifiques à la situation actuelle. Donc, je ne dirais pas que c'est négatif, je dirais juste que c'est un élément qu'on doit prendre en compte dans la façon dont on va aborder cette compétition. Moi, je vais aborder et d'éviter que ce soit une distraction ou quoi que ce soit, puisque le plus important, c'est d'être le plus performant possible le jour J. C'est une date qu'on attend depuis longtemps. Et je sais qu'ils seront avec moi de la même façon que sur les autres compétitions, ils sont avec moi. Et
Et bien sûr, dans tous les cas, à chaque fois, c'est la première destination où je vais après les Jeux, après Londres, après Rio. Je suis revenue en Guadeloupe. Donc, que ce soit que j'ai une médaille ou pas, je sais que c'est l'endroit où je veux être après les Jeux et avec qui je veux partager ces émotions, avec ma famille, les personnes qui me soutiennent. Être en Guadeloupe, c'est primordial. Et aussi, je voulais rebondir sur ce que Yannick a dit parce que ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment important. On a vraiment la chance dans une saison sportive de pouvoir revenir en Guadeloupe aussi longtemps. Et je dirais que c'est l'une des choses les plus positives que j'ai retirées de toute cette pandémie, toute cette année vraiment folle pour nous. C'est que le fait de ne pas avoir de saison, de ne pas avoir de compétition, ça m'a permis de rentrer beaucoup plus souvent en Guadeloupe et de partager des moments que je n'aurais pas pu partager autrement. Même question pour toi, Yannick. Comment tu envisages cette absence de public? Est-ce que pareil, comme Isaura, tu resteras concentré? Ou est-ce que pour toi, c'est un défaut, c'est un problème? Bon, personnellement, je vais gérer ça pour que ça ne soit pas un problème, mais c'est vrai que dans l'esprit Jeux Olympiques, qui a un esprit un peu universaliste, entre guillemets, on essaye de réunir le maximum de monde au même endroit autour de l'événement le plus suivi dans le monde. C'est un problème en soi, oui. Après, moi, j'y vais en tant qu'athlète, j'y vais pas en tant que spectateur, j'y vais pas en tant que politique non plus. Donc, mon rôle, ça va être de ramener une médaille, quelles que soient les conditions. Ça va être mes troisièmes JO. C'est vrai que ça va être mes troisièmes JO et mes premiers JO sans la famille parce que à Londres et à Rio, j'avais la famille qui était venue me voir. J'ai même une belle photo avec mon fils quand on gagne le titre par équipe. Donc on va dire que c'est des souvenirs en famille qu'on n'aura peut-être pas ce jour-là à Tokyo, mais si de toute façon si je gagne une ou deux médailles à Tokyo, bah, je rentrerai en Guadeloupe et à ce moment-là, je pense que on oubliera le fait que partager ça. De toute façon, en Guadeloupe, ils vont se réunir pour poursuivre ça ensemble et je saurais qu'à plusieurs mètres, je suis très regardé, je suis très soutenu par mes proches, par mes amis, et puis plus largement aussi par notre pays, parce que c'est vrai qu'au JO, il y a beaucoup d'engouement, c'est quelque chose qui, on va dire, qui est très suivi. On est très supporté par tout le monde, par tous ceux qui s'intéressent au sport, même ceux qui, en général, ne suivent pas d'événements sportifs ce jour-là, sont très fans de l'équipe de France, très cocorico. Donc, Oui. il faut faire honneur au drapeau, il faut faire honneur à cette sélection parce que c'est vrai que beaucoup de gens aussi rêvent d'être aux Jeux Olympiques et donc on n'est pas seul. On n'est pas seul. On peut pas. On doit montrer un esprit de combativité. On doit montrer qu'on est là pour donner le maximum et porter nos couleurs au plus haut, les couleurs de la France bien sûr, mais comme nous sommes originaires de la Guadeloupe, les couleurs de la Guadeloupe, évidemment. Comme Alors, toujours. parlons mais toujours la Guadeloupe, ça, c'est clair. C'est un petit peu notre credo aussi. Du coup, bouclons ce segment Covid-19. La vaccination n'est pas obligatoire pour aller aux Jeux, ça a été annoncé par l'organisation, confirmé ensuite par le CNOSF. Donc, les sportifs non vaccinés pourront participer aux Jeux tout à fait normalement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure ou finalement vous n'aviez pas spécialement d'avis sur cette question, Yannick, parce que Isara ne peut pas toujours commencer? Non, alors me concernant, j'ai eu le Covid fin janvier. J'ai fait un test sérologique il n'y a pas longtemps, donc j'ai encore des anticorps. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais le problème, c'est que si on ne se fait pas vacciner, on prend le risque d'avoir le Covid. Qu'est-ce que le CIO va décider, à mon avis, c'est que tout athlète positif ne pourra pas participer au JO. Donc en fait, c'est un peu un piège, enfin un piège, je ne sais pas, mais pour être assuré de faire ces Jeux Olympiques, je pense qu'il faudrait être vacciné. Voilà, mais après, tu peux être vacciné et être positif. Hein. Tu peux être vacciné, être positif, oui, ne pas participer au jeu. c'est vrai. Tu peux être vacciné, choper
le Covid, c'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, bon, en fait, il y aura aussi cette part d'incertitude concernant le Covid, parce qu'il paraît qu'il y a des variants plus contagieux que d'autres, il paraît qu'il y a des variants que tu aies le masque ou pas, ben, tu peux le choper. Il faudra être très vigilant par rapport à ça, il faudra s'en prémunir au maximum. Ça veut peut-être dire couper les liens sociaux à un moment, peut-être, quand plus ça va se rapprocher. C'est pour ça, effectivement, que l'idée d'aller au championnat d'Europe un mois avant les Jeux, ben, c'est remis en question pour pas mal de nations. D'Europe ou au championnat de zone tout court, hein, en fait. Hein, donc, sans compter que dans certains pays, les règles sont plus drastiques que d'autres pour le confinement, enfin, pardon, la quatorzaine après avoir été à l'étranger. Donc, je pense que si stratégiquement on détermine avec mon équipe, le médecin qui me suit depuis maintenant 3 ans, qui serait mieux de me faire vacciner, ou si on décide que c'est pas utile, ben, je pense que j'irai dans ce sens-là. Je ferai avec les conseils de mon médecin qui me connaît bien maintenant. Et voilà, toucher du bois aussi pour ne pas choper le Covid avant l'épreuve. C'est surtout ça l'important, surtout se mettre en une sorte de bulle sanitaire. Et du coup, de ton côté, Isaura, pareil, tu vas faire selon le médecin, la médecine, ceux qui te suivent? Moi, je trouve déjà que le fait que ce soit pas obligatoire, c'est une bonne chose pour plusieurs raisons. Pardon. Déjà, parce que tout le monde n'a pas les mêmes conditions, n'a pas les mêmes opportunités d'avoir, il n'y a pas de vaccins partout. Donc, la disponibilité des vaccins n'est pas pareille dans tous les pays. Donc, s'ils avaient dit que c'était obligatoire, certains pays n'auraient pas pu avoir accès nécessairement à la vaccination. Et après, je trouve que c'est bien aussi humainement parce que c'est un choix qui devrait être personnel et pas imposé à quelqu'un. Donc, oui, je pense que ce sera discuté avec l'équipe, l'ensemble des personnes qui me suivent et décider en temps et en heure. C'est pas un sujet pour l'instant qu'on a discuté puisque c'est pas à l'ordre du jour. On n'a pas encore l'opportunité d'être vacciné, mais on sait que ça va arriver à un moment donné et très vite d'ailleurs. Donc c'est une bonne question. J'ai pas encore la réponse, voilà. Mais je trouve que c'est bien qu'il soit pas obligatoire. Et comme disait Yannick, il y a pas mal de choses. Le plus inquiétant, c'est de savoir, de pas savoir si on peut être positif ou pas juste avant la compétition et de pas pouvoir participer au jeu. Donc, c'est quelque chose auquel on va pas penser parce que sinon, on n'a pas spécialement de contrôle par rapport à ça. Mais c'est important que toutes les infrastructures, les organisations soient mises en place pour que on soit dans des bulles, que tout soit respecté, qu'il y ait les gestes barrières et tout ça. Il y a un protocole très, très lourd en ce moment. Le CNO est en train d'expliquer à tous les athlètes et à toutes les personnes qui sont présentes comment ça va se passer. Donc, ça va se rajouter aussi à un contexte, à des jeux déjà très particuliers. Et ce sera quelque chose qu'il faudra prendre en compte dans la façon dont on va se préparer pour la compétition. Alors, bon, maintenant on a parlé Covid, c'était un petit peu le passage obligatoire, mais maintenant parlons piste, parlons sport, parlons performance. Il y a eu la Coupe du Monde à Doha, enfin un petit peu de compétition après un an de mise au vert, hein, ça a été le choix retenu par les instances. Donc, faisons un petit récapitulatif. Donc, Yannick, de ton côté, tu es 6e mondial, derrière le Hongrois Gergely, par contre, Siklosi et le Russe Sergei Bida. Toi, Isaura, tu te maintiens à la 3e place au niveau des fleurets, pour le fleuret. Après cette première compétition, est-ce que vous avez vu des choses sur les pistes qui ont attiré votre attention, peut-être sur le niveau qu'il y aura à Tokyo? Quel est le bilan personnel que vous tirez de cette première compétition après un an sans compétition? Yannick. Me concernant, je finis à la 9e place, c'était à Kazan. Pour l'épée et c'est vrai que on va dire que ça m'a mis un coup de fouet pour la suite, dans le sens où du coup 9e c'est encore loin du podium. Il faut bosser. Je suis en train on va dire que j'ai déjà analysé quand même ce qui m'a conduit à perdre et maintenant je suis en train de corriger
tous les petits défauts qui m'ont fait rater voilà, le match qui m'aurait permis d'aller plus loin. Je vais aussi travailler sur l'analyse vidéo, par exemple, sur mes adversaires. Je vais travailler sur un plan personnel mes points forts voilà, et tenter d'effacer un peu quelques points faibles. Et à l'issue de ça, ben, j'espère que ça va donner un bon résultat. J'espère que je retrouve un niveau, on va dire, un niveau acceptable. Et de toute façon, je ne sais pas comment je serai le jour de la compétition. Je ne sais pas comment seront mes adversaires. Il faudra faire aussi en fonction de ce jour-là et prendre chaque match, on va dire, comme il vient, en l'ayant préparé du mieux possible. Toujours en alerte parce que chaque match peut conduire à la victoire. Je crois qu'il y aura 5 matchs à gagner pour aller au bout de la compétition. Et il faut sous-estimer aucun de ces matchs. Le premier peut être fatal parce que si tu es mal réveillé, ben, tu ne vas pas plus loin. Moi, j'ai perdu 2 fois en quart de finale, donc je sais que le quart de finale, c'est un match couperet, c'est un match qui te rapproche du podium, mais c'est un match qui te laisse au pied du podium sinon. Voilà, et une fois en demi, ben, il y a encore le risque de finir quatrième. Quatrième, c'est sans médaille. Donc les JO, c'est une compétition très particulière pour nous, escrimeurs, parce que c'est vrai qu'en général, sur un championnat, les deux... Voilà, on t'a perdu. En demi-finale, on a la médaille. Sur la compétition, on se retrouve. Donc il y a cet aspect qu'il faut prendre en compte. Et pour ça, on se prépare depuis longtemps mentalement. Donc à aborder toutes ces situations et à être, on va dire, le plus affûté possible pour aller le plus loin possible. Alors, de ton côté, Isaura, c'est la Russe Inna Deriglazova qui sera finalement qui est la numéro 1 mondiale et qui est surtout celle à qui il faudra tenir la dragée haute. Comment est-ce que tu ressors de ces championnats, de cette Coupe du Monde? Alors, c'est une bonne photo. Je voulais, en fait, moi, mon objectif avec cette compétition, c'était dans un premier temps de savoir où j'en étais et dans un deuxième temps que ce soit le plus constructif possible, donc d'avoir des pistes de travail pour la suite. Et le pari était réussi pour moi dans ce sens-là, parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire des matchs, donc d'avoir encore plus de billes sur ce qu'il y a à corriger. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées sur cette compétition qui devaient encore se qualifier pour ces jeux-là. Donc moi, je n'avais pas cette pression, j'étais déjà qualifiée. Donc c'était très intéressant. Je l'ai vraiment vu comme une compétition pour vraiment m'entraîner et vraiment avoir le plus de billes, de pistes de travail pour les jeux. Donc j'étais vraiment très contente parce que j'ai fait des matchs très intéressants, très serrés. J'ai remarqué que physiquement, je n'étais pas encore au top. Mais que mentalement, au niveau de la stratégie, j'ai su rebondir dans des moments clés. Donc, c'est des choses comme ça qui permettent de savoir où on en est, donc de poser le curseur et aussi de savoir voilà, qu'est-ce qu'on doit modifier pour la suite. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a analysé, on a fait un petit bilan avec les coachs en spécifique, donc le coach escrime, et aussi du côté physique pour voir qu'est-ce qui reste à mettre en place pour la suite. Et pour Deriglazova, alors c'est une athlète moi personnellement que j'adore tirer parce que elle a une escrime très intelligente et du coup c'est très agréable à tirer. C'est vraiment comme un jeu d'échecs. On peut faire des stratégies, répondre, et ce genre de choses c'est très agréable par rapport à mon jeu. Comme Yannick, je trouve que le match piège peut être le premier match parce que souvent, ce ne sont pas forcément des personnes qu'on tire souvent, donc il y a cette nouveauté, ou c'est des personnes aussi qui ont vraiment rien à perdre, donc qui vont être plus agressifs sur ce moment-là, et puis aussi personnellement, il faut arriver tout de suite réglé. Donc, c'est ce genre de choses qui est intéressant. Par exemple, mon premier match à Doha était très, très serré, c'est quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Donc, pareil, ce sont des choses qui sont intéressantes à cibler et à savoir sur quoi il faut se concentrer, faire attention. Et c'était juste intéressant de ce point de vue-là. Et au-delà de ça, bon, j'ai eu la médaille, ce qui permet d'avoir aussi un peu de confiance, c'est vrai. Mais on sait que ça ne signifie absolument rien pour les jeux et que du coup, il faut s'entraîner dur. Oui. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner dur et voilà.
Du coup, parlons. Alors, je sais que Isaura, toi, on arrive peut-être au bout de ton timing. Je sais pas, c'est toi qui dis si tu veux rester Oui. avec nous ou pas. Mhm. Simplement, parlons un petit peu du niveau mondial. Alors, du coup, je pense que les Italiens qui étaient finalement les têtes à battre ont aussi souffert du manque de compétition, on ressent une petite baisse de niveau de ce côté-là. Mais est-ce qu'il va finalement falloir avoir peur des Russes et des Chinois, même si malheureusement les résultats en équipe pour la France n'ont pas été très satisfaisants, mais en individuel, est-ce que les Chinois et les Russes sont finalement des adversaires très inquiétants? Les Russes, chez nous, à l'escrime, ont été première nation aux Jeux de Rio. Donc, de toute façon, sont dangereux. Les Italiens, souvent aussi, jouent la première place. La France, en général, on est entre la troisième et la cinquième place. Donc oui, Russie, Italie sont des nations dangereuses. En général aussi, on peut compter la Hongrie. Ça dépend des armes aussi. Chez Isaura, ça peut venir d'Italie, de Russie. Et puis chez moi, le niveau est très homogène, c'est-à-dire que on peut retrouver. Nous, on a eu un Vénézuélien champion olympique en 2012. En 2016, c'était un Coréen. Euh, Chez nous, les Chinois sont actuellement coachés par Hugo Bry, qui nous a menés à la victoire à Rio. Donc, on connaît sa valeur, on sait de quoi il est capable au coaching. Euh, tout- voilà, toutes ces choses-là font que. Et puis, de ce que j'ai vu, même quand j'étais au JO, je me rappelle de Fabrice Janet qui fait deuxième en 2008 à Pékin et qui, au premier tour, gagne 15-14 je crois que c'était un Kyrgyzstan. Euh, donc, euh, donc, le danger peut venir de partout. C'est vraiment, je pense qu'il ne faut pas cibler un pays en particulier. Par équipe, on aura notre tableau. Donc, à ce moment-là, on pourra préparer les trois matchs, parce que c'est trois matchs pour gagner. On pourra préparer le quart de finale, la demi-finale et la finale face à voilà, on va dire, des nations qui seront identifiées du côté du tableau où on sera. Mais en individuel, personnellement, je pense que le danger sera omniprésent. De ton côté, alors justement, rappelons peut-être les armes, parce que Isaora, tu es fleurettiste. Alors, c'est peut-être bête de le dire, mais il faut le rappeler. Isaora, tu es fleurististe et Yannick est à l'épée. Alors, du coup, ton analyse, Isaora, de ton côté, au niveau du fleuret, est-ce que tu penses aussi que le danger vient de partout? Euh, C'est-à-dire que l'escrime a beaucoup évolué, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de nations qui ont émergé, en tout cas dans notre génération ces dernières années. Donc là où avant, peut-être que les nations européennes avaient vraiment une domination sur le sport, à l'heure actuelle, en effet, c'est beaucoup moins, la hiérarchie est moins prononcée comme ça, même si les Russes restent quand même les numéros un en général sur les championnats du monde et les gros événements, les Jeux olympiques. Comme m'a dit Yannick, je pense que c'est différent en individuel et en équipe. En individuel, il y a aussi des individualités très fortes qui peuvent venir de nations, par exemple la Tunisie, ou comme il disait, le Venezuela, ou des personnes qui peuvent se démarquer comme ça. Donc, c'est pas non plus une vérité de dire que voilà, les Russes sont au-dessus ou pas. Euh, et puis, c'est aussi, ça dépend du jeu, de son propre jeu, de qui on aime tirer, de qui on n'est pas à l'aise. Donc, c'est très, ça dépend. Par exemple, moi, Deriglasova, j'aime beaucoup la tirer. Elle est russe, elle est numéro un. Elle me pose moins de problèmes qu'à une autre personne qui n'aime pas du tout tirer Deriglasova. Donc, ça dépend aussi de ça. En équipe, c'est vrai que là, c'est plus évident d'identifier, par exemple, un type de jeu par nation et de savoir, par exemple, les Russes ont un tel type d'escrime et que les Italiens vont tirer comme ça. Donc, on peut plus avoir des stratégies peut-être orientées sur les nations et se préparer de cette façon-là. Mais non, je suis d'avis de dire aussi comme Yannick, je ne me dis pas, ah, cette personne vient de ce pays-là, je dois faire plus attention. Non, je prends chaque adversaire comme il est. Chaque adversaire a ses chances à l'escrime, c'est 15 touches, 3 fois 3 minutes. Donc, c'est vraiment très court et tout peut se passer. C'est pour ça qu'il y a moins de hiérarchie dans notre sport. Par exemple, au tennis, tu as plus le temps de revenir. Si tu perds le premier set, tu peux plus te remettre dedans qu'à l'escrime. Si tu commences pas très bien, eh ben, ça va très vite. C'est très difficile de revenir. Et donc, voilà.
Donc, tout le monde a sa chance dans notre sport. C'est pour ça qu'il y a aussi souvent des surprises sur des événements comme les Jeux Olympiques. Donc, pour moi aussi, je dirais que chaque individualité est un adversaire qui a ses forces et ses faiblesses à identifier et il faut tirer un match 15 touches, 3 fois 3 minutes. J'en profite que tu parles avec nous pour te remercier, Isaura. Je sais que tu as pris un petit moment dans ton repos pour participer à ce live. Merci de nous avoir reçus dans ton petit chez-toi, d'ailleurs, tout comme Yannick. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la préparation. D'ailleurs, peut-être finir très, très rapidement en 2 mots. Quelles sont les prochaines étapes de préparation pour toi? Là, je retourne à New York où je vais finir une première phase de préparation. Après, je vais finir ma préparation en Europe, à Paris et en Italie parce que mon coach est italien. Donc, ce sera sur les 2 mois et demi, divisé sur ces 2 territoires. Mais principalement à l'INSEP parce qu'on a la chance d'avoir vraiment, comme j'ai dit, des infrastructures formidables. Donc, d'avoir un médical, d'avoir tout sur place, la préparation physique. Et aussi de pouvoir s'entraîner dans les conditions actuelles. Donc voilà, on aura sûrement des stages de préparation et on a un stage terminal normalement qui sera au Japon avant les Jeux Olympiques. Et là, on sera aussi, toutes les armes seront réunies. Et donc, ce sera la dernière ligne droite. Et après, les Jeux, on attend encore de voir si on aura les Europes ou pas entre maintenant et les Jeux. Donc, ça aussi, il faudra s'adapter si ça arrive ou si ça n'arrive pas. Mais voilà, c'est cool. Je suis contente que ça se passe. Donc j'ai hâte que ça ait lieu. Merci Isaura de nous avoir reçus. Écoute, on te souhaite le meilleur pour les prochaines échéances. Yannick, tu restes encore 5 petites minutes avec nous pour clore ce live. Merci Isaura et un très bon samedi. Cool, merci de m'avoir reçu. C'était vraiment cool. J'adore parler performance et tout ça, escrime. Et du coup, je fais un bisou à ceux qui nous ont suivis. Merci de nous avoir écoutés. Et merci à la Guadeloupe de nous soutenir. Bye Yannick, à bientôt. Et merci. Ici là, c'était cool. Ça marche. J'en profite du départ d'Isaura pour vous dire que Offensive Sport Magazine sera à distance avec les athlètes de Tokyo puisque les journalistes n'échappent pas aux lourds protocoles, aux problèmes. Voilà, les journalistes sont aussi très impactés. Alors, nous devions partir à Tokyo, mais ça ne sera pas visiblement possible, d'abord parce que nous voulions raconter une jolie histoire avec tout finalement APR, Attaque Parade Riposte, qui voulait partir aussi, mais ça ne va pas du tout être possible. Donc, nous serons à distance avec vous et puis on va essayer de vous attraper au vol de temps en temps depuis Tokyo avec le décalage horaire, avec les problèmes pour pouvoir faire vivre à nos followers ces Jeux Olympiques guadeloupéens, de nos Guadeloupéens du plus haut niveau. Yannick, du coup, je vais finir avec cette question. Quelles sont pour toi les prochaines étapes de préparation? Très concrètement, je suis actuellement sur un cycle plutôt axé sur le physique. Donc je fais beaucoup de cardio. Alors, tu passes mal, est-ce que tu peux... cardio, aérobie, la semaine... Oui, alors je disais concrètement qu'actuellement je suis dans un cycle très axé sur le physique. La semaine prochaine, par contre, on intègre déjà un peu d'escrime dans ce cycle. Et puis on va augmenter le spécifique au courant du mois de mai et l'accentuer de plus en plus jusqu'au stage terminal qui sera au Japon. On est censé partir un peu avant mi-juillet. Donc pour une épreuve, pour l'épreuve épéum, c'est le 25 et par équipe, c'est le 30. Donc voilà, tout ça. Et puis, donc j'ai mon cycle physique qui est déjà prédéfini jusqu'à Tokyo. Et sur le côté spécifique, je pense que ça va s'articuler au fur et à mesure. On n'a pas encore le déroulé précis, mais on sait que c'est déjà vu par les entraîneurs, donc on est serein à ce niveau-là. Merci Yannick, merci de nous avoir accordé un moment, merci de nous avoir accordé un moment et d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation.
Je suis obligée de terminer ce live par un autre remerciement parce que le bleu derrière moi, pour ceux qui sont sur Instagram, est assez typique. Oui, Offensive Sport Magazine est partenaire d'IRESA en Guadeloupe qui nous reçoit et qui va recevoir aussi beaucoup de nos lives. Je crois que tu connais IRESA, je crois, de loin. Je connais Irisa. Donc, je suis très heureux que ça se passe là-bas. D'ailleurs, j'embrasse toute l'équipe parce que on est associés sur IRESA et c'est vrai que c'est une grande fierté parce que ça marche bien et qu'il y a une belle énergie là-bas. Je crois qu'il y a pas mal d'événements qui s'y déroulent. Donc, notre objectif, c'était de créer un lieu, un endroit où on puisse se former, où on puisse travailler en équipe ou seul. Donc, je pense que ça va dans le bon sens et voilà, j'embrasse toute l'équipe, Maël, Loïc, Loïc, Lycée Sadique, Sadik, le Michael. Quatuor. Donc, donc voilà. Le Quatuor, qu'il faudra suivre aussi finalement prochainement. Et Offensive Sport Magazine, donc du coup, fait partie, est aussi dans cette aventure IRESA, puisque nous tiendrons nos émissions chez IRESA avec nos différents intervenants. Et peut-être aussi à la fin de Tokyo, hein, Yannick, on t'attendra. Peu importe le résultat, mais ce sera la victoire. On croit en toi. Avec plaisir. et voilà. Donc voilà, merci. Je travaille pour. Mais oui, mais t'inquiète pas. De toute façon, les supporters guadeloupéens, ils sont là et ils suivront ça avec attention, on en est sûr. Et puis, nous aussi, on s'attachera à ce qu'ils soient très attentifs à ce qui se passe à Tokyo. Merci Yannick d'avoir été là, d'avoir pris du temps pour ce live. Nous, on se retrouve très, très bientôt au Fancy Sport Magazine en live, mais aussi avec une petite surprise qui va arriver très bientôt. C'est une histoire de semaine. On finit notre développement pour vous proposer de l'actualité sportive de qualité sur des supports inédits. En tout cas, on essaye. Et de toute façon, on est comme Yannick, on a une obligation de performance, on y arrivera. Ça, c'est clair. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là. Rendez-vous le 1er mai pour la petite surprise. Merci Yannick. On te souhaite le meilleur et bonne préparation. Bonne journée à vous. Merci. Bon courage à Offensive Sport Mag. Et merci on est là. Ça marche. Au revoir à tous.